Bonjour, alors dans cette séance, je vais vous donner l'essentiel des espaces pré-hilbertiens. Donc ce qu'il faut retenir, quelques formules, quelques définitions, voilà l'essentiel, donc avec des petites démonstrations. Allez, voilà donc le plan de cette séance. Alors on va commencer par la définition d'abord, les définitions donc il y a dans le cas réel et complexe. Donc je vais définir aussi ce que ça veut dire un espace euclidien et espace hermétien. Donc je vais donner quelques exemples dans les deux cas. Ensuite, donc, je vais vous donner l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Après, donc, les normes à partir, donc, que l'on peut avoir à partir de produits scalaires. Puis après, donc, les identités de polarisation. Ensuite, l'identité de parallélogramme. Et après, donc, on va voir la matrice et la propriété du changement de variable lorsqu'on a donc deux bases dans un espace pré-hilbertien. On y va. Très bien. Donc, je vais commencer par la définition. Alors, je suppose connu donc déjà la notion d'application linéaire. Alors, on va voir. Donc, je vais prendre, je vais commencer par le cas réel et ensuite le cas complexe. Il y a quelques petits changements, mais bon, en général, donc il y a vraiment des ressemblances entre les deux. Alors, je vais prendre E, un R, espace vectoriel. Et je vais prendre donc une application phi qui est définie de E, croix E, vers E, vers R plutôt. Et donc je vais définir d'abord ce qu'on appelle un produit scalaire sur E. Et donc c'est ça ce qui va faire de E un espace euclidien. Donc je vais prendre phi de E croix E vers R. Alors, donc pour que phi soit un produit scalaire, donc phi est un produit scalaire si. Donc il faut vérifier les conditions suivantes. Alors la première condition, donc il faut que phi, donc il faut qu'il soit une forme bilinéaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire une forme bilinéaire? Déjà donc une forme ça veut dire que ça va dans R. Alors bilinéaire, ça veut dire comme il y a deux variables ici, il faut qu'il soit linéaire par rapport à la première variable et à la deuxième variable. Alors, c'est-à-dire que si je prends quel que soit y appartient à E, je vais définir une application que je vais indexer par y, et celle-là, elle est définie donc de E, croix R. Pour chaque x, je fais correspondre phi de x, y. En fait, j'ai juste une seule variable qui est x, et donc par rapport à x, phi est linéaire. Donc il faut que cette application soit linéaire. Alors, pareil, la même chose, si je fixe la deuxième variable, pardon, la première variable, il ne me reste que la première variable, si je fixe la première variable, il va être linéaire par rapport à la deuxième variable. C'est-à-dire que, deuxième point, si je prends x appartenant à E fixé, eh bien, je vais définir la fonction phi indexée par x de E dans R pour chaque y, cette fois-ci, phi de x, y ici. Et bien cette application-là, il faut qu'elle soit aussi linéaire. Alors, les deux propriétés en même temps, on dit que phi est bilinéaire. Ensuite, il nous faut donc la symétrie. Qu'est-ce que ça veut dire symétrique? Ça veut dire que quel que soit x, y appartenant à E au carré, eh bien, phi de x, y, est égal à phi de y, x. Si je change l'ordre des deux variables, eh bien, le résultat ne change pas. Donc on dit que phi est symétrique. Alors, donc j'ai 3 points, ben, il me reste le quatrième point, il faut que phi soit positive. Donc phi positive, ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que quel que soit x appartient à E, eh bien phi de x, ça c'est positif. Donc on dit que phi est positive. Donc, phi de x est toujours positif. Voilà. Et cinquième point, il faut qu'il soit défini. Donc, ça veut dire, alors, quel que soit x appartient à E, eh bien, j'ai phi de x égale à 0. Ça, c'est équivalent à dire que x égale à 0.
Et donc on dit que phi est défini. Donc on résume, alors on dit que phi est un produit scalaire si phi est bilinéaire, symétrique, défini, positif. Donc voilà ce qu'on appelle un produit scalaire. Et donc lorsqu'on a un espace vectoriel, un espace vectoriel muni de cette forme bilinéaire, symétrique, positive qu'on appelle un produit scalaire, eh bien on appelle ici donc cet espace-là muni de ce produit scalaire un espace pré-hilbertien. Donc on note E phi est un espace pré-hilbertien réel. Voilà. Et le plus souvent ici, eh bien phi, on la note différemment. Donc phi de xx, au niveau de la notation, des fois on note eh bien xy comme ça. Des fois aussi on note avec des parenthèses comme ça, ou d'autres notations encore. Donc des fois, bon, j'utilise celle-là ou celle-là ou ça. Voilà, donc un espace pré-hilbertien, c'est un espace vectoriel muni d'un produit scalaire. Et là, je parle de le cas réel. Très bien. Et donc on va voir le cas complexe, c'est exactement pareil, à quelque chose près. Très bien. Donc on va voir le cas complexe. Alors, le cas complexe, donc dans ce cas-là, je commence par là. Je vais considérer cette fois-ci un C espace vectoriel. C'est-à-dire le corps de base, c'est C. Puis après, je vais considérer une application de E croix E dans C, cette fois-ci. Donc, phi est un produit scalaire sur E, si. Alors, donc, on a la linéarité alors, par rapport à la deuxième variable. Donc, il faut que celle-là soit linéaire, il n'y a pas de souci. Mais par rapport à la première variable, il faut avoir ce qu'on appelle la semi-linéarité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire là? Alors, semi-linéaire. Donc, je vais définir qu'est-ce que ça veut dire semi-linéaire. Par rapport à la première variable, elle est semi-linéaire. Ça veut dire que les scalaires, quand on sort les scalaires à l'extérieur, ils sortent en conjugué. Alors, je vais détailler ça ici. Donc, phi, alors je vais prendre psi d'un espace vectoriel, d'un C espace vectoriel dans C, est une forme semi-linéaire si, quel que soit lambda appartenant à C, quel que soit x, y appartenant à E, eh bien, psi de lambda x plus y est égal alors. Donc, si c'était linéaire, on aurait eu lambda, mais comme c'est semi-linéaire, eh bien, c'est pas lambda, mais plutôt lambda bar. Voilà, donc, comme ça. Eh bien, donc, alors ici, donc, on l'appelle une forme sesquilinéaire. Sesquilinéaire, ça veut dire qu'elle est linéaire par rapport à la première, par rapport à la deuxième, et antilinéaire par rapport à la deuxième variable. Alors, ensuite, il y a un autre point. Donc là, pour le deuxième point, c'est linéaire par rapport à la deuxième variable. Pardon, par rapport à la première variable semi-linéaire, par rapport à la deuxième variable, elle est linéaire. Ensuite, on n'a pas la symétrie, mais on a une symétrie, ce qu'on appelle une symétrie hermitienne. Donc, et la symétrie hermitienne. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Cela veut dire que j'ai pas vraiment symétrique, mais plutôt ça passe en conjugué. Donc phi de xy est égal phi de yx, mais en conjugué. Donc là, on dit qu'on a une symétrie hermitienne. Alors, les autres points ils restent pareils. Donc, quel que soit x appartient à E, donc phi de xy, phi de xx est positif, donc on dit que phi est positive. Eh bien, donc, le dernier point, pareil aussi, donc il faut que phi soit défini. Ça veut dire que si par hasard phi de xx égale à 0, ben on a forcément x égale à 0. Eh bien, donc un espace E phi, ben on l'appelle un espace pré-hilbertien complexe. Alors, pareil encore, eh bien, phi de x
on peut le noter comme ça, comme ça. Alors, on va résumer ici. Eh bien, une application qui vérifie tous ces points-là, on dit que c'est une application sesquilinéaire définie positif. Et donc, un C-espace vectoriel muni donc d'une forme sesquilinéaire définie positive, eh bien, ça s'appelle un espace pré-hilbertien complexe. Très bien. Ensuite, donc il y a un cas particulier. Alors, lorsque la dimension de l'espace dans le cas réel, que j'avais oublié de dire tout à l'heure, dans le cas réel, lorsqu'on a donc l'espace en question est de dimension finie, on parle d'un espace euclidien. Dans le cas complexe, c'est l'espace est de dimension finie, eh bien, un produit scalaire, un espace pré-hilbertien, on l'appelle un espace hermitien. Voilà, donc là, le changement donc, de vocabulaire dans le cas de dimension finie. Très bien. Donc là, par la suite, on va voir des exemples des produits scalaires qu'on appelle canoniques sur des espaces les plus utilisés, alors à savoir Rn ou Cn, donc R exposant n et C exposant n. On a aussi donc l'espace des fonctions continues d'un intervalle vers R ou vers C. Et on a aussi donc l'ensemble des matrices carrées, rectangulaires surtout, et après que l'on peut voir dans le cas carré. Eh bien, on va voir comment on définit des produits scalaires canoniques qu'on utilise le plus souvent. Très bien. Allez, on y va. Donc, je vais effacer par là. Allez, le premier exemple, on va voir qu'il y a toujours des ressemblances entre le cas réel et le cas complexe. Toujours avec quelques petits changements auxquels il faut faire attention lorsqu'on est dans le cas complexe. Eh bien, exemple. Alors, je vais commencer par Rn. Donc, lorsque E égale à Rn, et donc, je vais avoir ici un espace euclidien, puisque là, la dimension est n. Très bien. Alors, le produit scalaire que je peux définir ici, par exemple, si je prends deux vecteurs, alors je vais prendre x, voilà, xi allant de 1 jusqu'à n, et y pareil, qui est égal à yi, pour i allant de 1 jusqu'à n. Donc, deux vecteurs. Je suppose que xi jusqu'à xi et les yi sont les coordonnées de x et de y dans une base de E. Eh bien, x scalaire y, et bien, tout simplement, ça fait la somme i allant de 1 jusqu'à n de xi, yi. Donc là, c'est un produit scalaire. Et donc, du coup, E, muni de ce produit scalaire, est un espace euclidien. Alors, on va voir un autre exemple. Cette fois-ci, si je prends E, c'est l'ensemble des applications, eh bien, des fonctions continues d'un intervalle A, B vers R. Alors je vais prendre ici A, B pour avoir un intervalle correct ici. Et ça, c'est l'ensemble des fonctions continues de l'intervalle AB, l'intervalle fermé AB dans R. Et là, si je prends deux fonctions, le produit scalaire f, g, il est défini de la façon suivante. C'est l'intégrale de 0 à 1 de f de t, g de t, d de t. Et donc là aussi, c'est un produit scalaire. Il s'agit d'un produit scalaire sur cet espace-là qui est de dimension infinie. Dans ce cas-là, ce n'est pas un espace c'est pas un espace euclidien. Donc c'est un espace pré-hilbertien non euclidien. Très bien. Donc je vais voir un autre exemple. Si je prends cette fois-ci E, l'ensemble des matrices rectangulaires dans R. Voilà. Et donc je vais prendre le N et le P. Ce sont des nombres. Allez, je peux les prendre donc différentes de 0 au carré. Eh bien, si je prends deux matrices A et B, le produit scalaire AB, c'est la trace de la transposée A, B. Eh bien, déjà, donc j'avais oublié de dire un petit mot là, donc on n'a pas de souci puisque c'est une somme finie, donc ce produit scalaire il est tout le temps défini.
Là, par contre, pour l'intégrale, alors c'est pour ça d'ailleurs on avait choisi des fonctions qui sont continues, puisque là c'est une fonction continue et là c'est un intervalle, c'est un segment. Donc cette intégrale elle est bien définie, donc il a bien le sens. Ça veut dire que notre produit scalaire elle est bien défini. Alors là, il y a quelques points à vérifier pour dire est-ce qu'on a vraiment le droit d'écrire ça. Alors, le premier problème c'est de parler donc de ce produit matriciel, est-ce qu'il n'existe pas? Alors ce produit matriciel, il existe bel et bien, pourquoi? Parce qu'on a la matrice transposée A, donc puisque A elle est dans MNP, bah, transposée A, elle est dans l'ensemble des matrices Pn, donc P ligne, N colonne. La matrice B elle est dans NP, donc qui veut dire que la matrice transposée A a P ligne, la matrice B a P colonne, donc je peux bien définir ce produit scalaire. Premièrement, pardon, ce produit matriciel. Alors, deuxième point à vérifier, est-ce que la trace de cette matrice existe? C'est-à-dire, alors on ne peut pas parler de la trace que pour les matrices carrées. Est-ce que c'est une matrice carrée ici? Oui. Pourquoi? Ben, pour la même raison ici. Donc on vient de dire que le transposé A, c'est une matrice qui est dans l'espace MPN. B, elle est dans l'espace NP. Ben, ça veut dire que ce produit matriciel, il est dans l'espace des matrices carrées d'ordre P. C'est-à-dire, ce produit-là, il est dans l'ensemble MP de R. Donc les matrices carrées d'ordre P. Eh bien, je peux bien parler de la trace. Donc ce qui veut dire que ce produit scalaire, il est bien défini. Alors, si vous voulez plus de détails, donc j'ai une vidéo donc, que j'avais publiée, alors où il y a ces trois exemples de produits scalaires canoniques. Donc là, c'est un produit scalaire canonique sur Rn, là c'est sur cet espace-là, et ensuite là c'est le produit canonique sur l'ensemble des matrices rectangulaires. Voilà les trois exemples dans le cas réel. Donc là aussi c'est un espace euclidien puisque là il s'agit d'un espace vectoriel de dimension finie. Alors on va voir le cas complexe, c'est exactement pratique, c'est exactement pareil à quelque chose près. Voilà dans le cas complexe, qu'est-ce que ça donne? Donc dans le cas complexe, je vais faire un changement ici, donc au lieu d'avoir Rn, eh ben, je vais avoir Cn. Là ça ne change rien ici, sauf ici où il fallait bien mettre barre. Donc voilà, on obtient un produit scalaire, ou bien un produit hermitien, voilà, qui est défini sur cet espace-là. Donc on a bien un produit scalaire, et avec ça, donc Cn muni de ce produit scalaire est un espace hermitien, puisque la dimension est finie. Alors pareil ici, dans le cas complexe, donc là, au lieu d'aller dans R, ben, je vais aller dans C. Attention, A et B restent toujours dans R. Et là, pareil, pour avoir donc la symétrie hermitienne et la sesquilinéarité, il faut que je mette barre sur la première variable. Dans ce cas-là, j'obtiens bien un produit scalaire. Et encore une fois ici, pour avoir un produit scalaire, ben, je mettrai juste barre ici. C'est-à-dire, lorsque je passe à la transposition, et ben, à l'intérieur, les coefficients de la matrice, il faut que je les mette en conjugué. Donc de cette façon-là, ça aussi donc je ne l'ai pas démontré, mais ça se démontre de la même façon que pour les premiers. Voilà, alors voilà, donc on obtient trois produits scalaires canoniques sur ces espaces-là qu'on utilise le plus souvent. Très bien pour les exemples. Alors maintenant, on va voir donc le produit de Cauchy-Schwarz. Et avant de le voir, j'allais l'oublier, il s'agit donc pour démontrer, alors pour le produit scalaire, pour démontrer donc la bilinéarité, c'est-à-dire la linéarité par rapport à la première variable et la linéarité par rapport à la deuxième variable, il suffit juste de démontrer à l'avance qu'elle est symétrique. Donc si elle est symétrique, pas besoin de démontrer les deux linéarités, il suffit une et l'autre s'obtient par symétrie. Alors je vais vous montrer ça dans le cas réel et dans le cas complexe, c'est exactement pareil. Alors regardez bien. Je vais effacer par là. Allez, donc si je prends phi, c'est phi E croix E dans R,
Donc je prends une application de E croix E vers R, sachant que E est un espace vectoriel. Donc si phi est symétrique et linéaire par rapport à la première variable, elle est aussi par rapport à la deuxième variable. Donc voilà, alors c'est pour ça l'intérêt de commencer le plus souvent par, avant de démontrer, donc pour démontrer un produit scalaire, pour faciliter un petit peu le travail, commencez d'abord par démontrer qu'elle est symétrique. Et ensuite, vous démontrez donc la linéarité par rapport à la première variable, et la deuxième, ça s'obtient par cette propriété. Alors, voilà, donc on suppose qu'elle est linéaire par rapport à la première variable. Alors, soit, pour la preuve, donc je prends lambda appartenant à R, et je prends x, x', y, ou bien plutôt y, y' appartient à E3. Et je dois donc démontrer la linéarité par rapport à la deuxième variable. C'est-à-dire, je vais prendre x lambda y plus y'. Il fallait démontrer que par rapport à celle-là, elle est linéaire. Donc le fait qu'elle est symétrique, ça prouve quoi? Ben, ça prouve que c'est la même chose que lambda y plus y', et bien x. C'est le fait qu'elle est symétrique. Et bien le fait qu'elle est linéaire par rapport à la première variable, donc ça me permet bien de faire la linéarité ici, donc de faire sortir lambda et de séparer le plus. Donc là, ça va faire lambda phi de y x plus phi de y' x. Et je vais utiliser à nouveau le fait qu'elle est symétrique. Donc le fait qu'elle est symétrique, ça nous permet de dire que ça va faire lambda phi de x, y plus phi de x, y'. Et ça prouve bien qu'on a une linéarité par rapport à la deuxième variable. Et voilà, donc une linéarité suffit lorsqu'on sait que la forme que l'on a, elle est symétrique. Très bien, donc on va voir maintenant l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Alors, très bien. Alors, l'inégalité de Cauchy-Schwarz est l'égalité de Cauchy-Schwarz. Alors, de quoi il s'agit? Donc, c'est une inégalité qui est très utilisée, que ce soit en analyse, que ce soit aussi en algèbre. Donc, il faut bien faire attention. Et la difficulté pour ça, c'est le plus souvent, c'est de bien identifier l'espace dans lequel vous travaillez et aussi le produit scalaire en question. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ben, je vais prendre E. Donc, soit je vais prendre E, un espace pré-hilbertien, qui soit complexe ou réel. C'est pareil, donc un espace pré-hilbertien. Eh bien, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, quel que soit x, y appartenant à E au carré, on a. Eh bien, qu'est-ce qu'on a ici? On a le produit scalaire x, y en valeur absolue dans le cas réel et en module dans le cas complexe. Eh bien ça, c'est plus petit ou égal le produit scalaire x en racine carrée, puisque là c'est défini, c'est positif, donc je peux bien parler de la racine carrée, et la racine carrée de y. Voilà, et bien sûr on a cette inégalité là, avec égalité si seulement si x, y sont liés, avec l'égalité si et seulement si x, y sont liés.
Voilà, très bien. Donc la démonstration, je l'ai traitée dans une vidéo à part. J'ai traité le cas réel, mais le cas complexe, ça s'obtient pratiquement de la même façon. Donc voilà ça. Alors, par la suite, on va parler de ce qu'on appelle la norme euclidienne ou hermitienne. Alors, la définition est la suivante. Donc je vais prendre un espace E, un espace pré-hilbertien. Eh bien, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai une application de X, de E vers R, plus, pour chaque X, je fais correspondre le produit scalaire x qui est positif, mais plutôt la racine carrée, puisque la racine carrée de x elle est bien définie. Eh bien, cette application-là est une norme sur E. Eh bien, dans le cas réel, on parle de la norme euclidienne, et dans le cas d'un espace pré-hilbertien complexe, on parle de la norme hermitienne. Voilà la différence. Donc, en gros ici, tout espace pré-hilbertien est un espace vectoriel normé. Voilà, on va voir la réciproque, c'est pas tout le temps possible. Voilà, donc il s'agit ici d'une application. Alors la démonstration, donc c'est propriété définition. Alors la démonstration aussi, je l'ai faite dans une vidéo à part, vous pouvez la consulter si vous voulez. Donc il s'agit bien d'une norme, et c'est une norme vraiment très très importante. Très bien. Eh bien, on va voir maintenant ce qu'on appelle les identités de polarisation. Alors, je vais voir le cas réel et le cas complexe. Je vais voir un peu la différence dans le cas complexe. Allez, je vais passer à la proposition suivante. Alors, l'identité de polarisation. Donc, pour les identités de polarisation, alors, identité de polarisation. Alors, je vais commencer par le cas réel. Alors, le cas réel, je vais faire une petite démonstration avant et après je vais vous énoncer les identités. Alors, si je prends par exemple x, y appartenant à E, sachant que je prends toujours E, un espace pré-hilbertien, dans ce cas-là, je vais le prendre réel. Je vais voir pourquoi. Eh bien, regardez bien, si je calcule x plus y au carré. Et ça, quand je marque comme ça veut dire que je parle de la norme associée à ce produit scalaire. Donc, par définition ici, c'est le produit scalaire x plus y. Je vais développer ici le fait que le produit scalaire est linéaire par rapport à la première variable et linéaire par rapport à la deuxième variable. Donc, puisqu'on est dans le cas réel, eh bien, ça va faire x plus xy plus yx plus y. Juste un développement comme dans le cas, bien sûr, des nombres réels. Eh bien, ça, par définition, c'est la norme de x au carré. Là, le fait que c'est symétrique, donc c'est exactement la même chose que x, y. Donc, je vais obtenir 2xy plus y au carré. Voilà, alors, en faisant passer x carré plus y carré de ce côté-là, eh ben, ça me permet d'avoir la forme, ou bien l'expression du produit scalaire en fonction des normes. Donc, j'obtiens x, on obtient donc x, y, qui est égal à 1 demi, et bien ça moins ça, c'est-à-dire x plus y carré moins x carré moins y carré. Et bien, ça donne l'expression, donc, comme je viens de dire, du produit scalaire en fonction des normes. Et bien, celle-là, il s'agit de la première identité de polarisation. Donc, voilà la première identité. Très bien. Pour avoir la deuxième, eh bien, regardez bien, je fais la même chose ici. Cette fois-ci, donc, au lieu d'avoir plus,
je vais juste faire moins ici. Et bien là, donc je vais voir moins, moins. Et bien là, ça va changer ici, après le développement, puisqu'on a toujours la linéarité dans le cas réel. Je vais avoir un moins ici et un moins là. Donc du coup ici, ça va changer, donc je vais avoir moins. Eh bien, regardez bien cette fois-ci. Je vais faire passer ce terme-là de ce côté-là, et je vais faire ça de ce côté, et je divise par 2 pour avoir l'identité, la deuxième identité suivante. C'est que le produit scalaire, on peut l'obtenir à partir de cette identité-là. Donc, x carré plus y carré en norme moins x moins y au carré. Voilà la deuxième identité de polarisation. Et la troisième identité de polarisation, eh bien cette fois-ci, je peux calculer alors x moins y, ou bien x plus y au carré, plus ça. Eh bien, je vais avoir ça comme tout à l'heure. Donc normalement, je ne vais pas refaire le calcul, donc j'obtiens la même chose. C'est comme les identités remarquables. Alors, on obtient donc x au carré plus 2xy plus y au carré pour la première. Puis après, plus pour la deuxième, donc après le développement, je vais avoir cette fois-ci. Allez, donc là c'est vraiment ici. Plus y au carré. Voilà, et donc exactement moins et ça. Très bien. Donc après la simplification ici, donc j'aurai ce terme qui va partir avec celui-là, j'ai ce terme-là qui va partir avec celui-là, le moins avec moins ça va devenir plus, et donc du coup ici, j'obtiens tout simplement 4xy. Voilà, et pareil, donc je peux obtenir l'expression ici du produit scalaire à partir de ces deux normes-là. Donc, ce que j'obtiens ici, la troisième identité de polarisation, c'est que le x, y, je peux l'obtenir à partir de 1 quart de x plus y carré, et bien moins x moins y plutôt au carré. Donc voilà la troisième identité de polarisation, et ça c'est dans le cas réel. Très bien. Donc, dans le cas complexe, je vais vous donner donc la formule, la troisième identité, donc les autres un petit peu s'obtient plus ou moins un peu de la même façon. Très bien. Allez, dans le cas complexe, donc je vais effacer par là. Alors, dans le cas complexe, j'ai l'identité suivante. Donc, le cas complexe. Alors, si j'ai donc espace prééluartien complexe, eh bien, la formule, donc la troisième là, on peut l'obtenir de la façon suivante. X, Y est égal à 1 quart la somme, pour résumer ici, donc ça va faire la somme de K allant de 0 jusqu'à 3, et I exposant K et exposant Kx plus Y, le tout au carré. Pour l'écrire d'une façon un peu plus simple, en fait un peu plus détaillée si vous voulez, c'est 1 quart. Alors lorsque I égale à 0, donc là 0 ça va faire 1 et 1, donc j'obtiens x plus y au carré. Lorsque k pardon, égale à 1, j'obtiens donc plus I et x plus y au carré. Lorsque I égale à 2, donc I au carré ça fait moins 1, donc je vais obtenir moins x plus y. Et lorsque I égale à 3, donc I au carré ça va faire moins 1, donc je vais avoir moins I. Là,
aussi, donc c'est moins x plus y. Je peux écrire un peu plus simple, x car x plus y carré. Ensuite, là, ça va faire moins x moins y au carré, parce que là, c'est la même chose que y, comme donc le produit scalaire est, on va dire, symétrique. Ensuite, donc, ce terme-là, plus ix plus y carré, et bien là, encore une fois, ben, ça va faire moins i, x moins, oui, oui, il y a un i que j'ai oublié ici, là, et là, donc il y a moins ici, alors, y, ou bien ix moins y, au carré. Voilà qu'on résume sur celle-là aussi. Voilà donc les entités de polarisation qu'on utilise le plus souvent des fois pour trouver donc la forme d'un produit scalaire lorsqu'on connaît, connaît les normes. Allez, on va voir maintenant l'identité du parallélogramme et qui est très important, donc on va voir pourquoi. Allez, donc je vais effacer les identités ici pour passer donc à l'identité de parallélogramme. Allez, oups, donc, alors, je vais vous dire pourquoi on l'appelle comme ça, et c'est une façon aussi de retenir cette formule. Alors, si vous avez donc un parallélogramme de cette façon-là, et si par hasard vous avez donc ici x, et là vous avez y, donc le vecteur x et le vecteur y. Donc, je sais que la première diagonale ici, elle correspond à x plus y. Et la deuxième diagonale, c'est x moins y. Eh bien, dans un parallélogramme, on a donc la somme des carrés des deux diagonales est égale à la somme des carrés de toutes les longueurs des côtés. Eh bien, comment on peut exprimer ça? Eh bien, donc, quel que soit x, alors je vais prendre donc E, un espace pré-hilbertien réel ou complexe. Donc, espace pré-hilbertien, eh bien, si je prends donc quel que soit x, y appartenant à E au carré, eh bien, j'ai le produit scalaire, pardon, j'ai la norme de la première diagonale au carré plus la norme de la deuxième diagonale au carré est égale x au carré plus x au carré, donc ça va faire 2 la norme de x au carré, plus encore y carré plus y carré, 2, et ben je peux mettre ça en facteur, y au carré. Alors pour le voir, c'est exactement la même démonstration que pour la polarisation, surtout pour la troisième. Donc au lieu d'avoir un moins, ben, je peux avoir un x. Donc je développe ici. La démonstration est très simple. En développant ici, on va voir directement cette égalité-là. Et donc cette égalité est valable dans le cas complexe et dans le cas aussi réel, ce qu'on appelle l'identité de parallélogramme. Alors, je vais traiter ça dans un exercice. Alors, lorsqu'on a donc un espace pré-hilbertien, donc on obtient ça. Et on avait dit tout à l'heure que tout espace pré-hilbertien est un espace vectoriel normé. Mais est-ce que tout espace vectoriel normé est un espace pré-hilbertien? C'est-à-dire, est-ce qu'à partir d'une norme, je peux avoir un produit scalaire? Eh bien, ce n'est pas tout le temps le cas, sauf pour les normes qui vérifient justement donc l'inégalité ou bien l'identité du parallélogramme. Donc, on va voir ça dans un exercice d'une façon plus détaillée. Voilà, alors on arrive donc au dernier point donc, de ce plan. Il s'agit donc de la matrice d'un produit scalaire. Donc je vais traiter le cas complexe et on va voir un petit peu par la suite le cas réel qui est un cas particulier. Très bien. Allez, donc matrice d'un produit scalaire. Alors déjà pour parler de la matrice, on a besoin d'une base.
Alors, donc, je vais prendre E, un espace pré-hilbertien. Donc, je ne précise pas est-ce qu'il est réel ou complexe, mais je vais travailler dans le cas général, le cas complexe. Et je vais prendre B, E1 jusqu'à En, une base de E. Donc, je suppose que dimension de E égale à N. Eh bien, par définition, la matrice de ce produit scalaire-là, c'est une matrice M. Donc, c'est la matrice du produit scalaire dans la base B. Et bien, par définition, eh bien, c'est la matrice composée, ou bien dans les coefficients sont les produits scalaires EI, EJ, avec I entre 1 et N, et pareil pour J entre 1 et N. En quelque sorte, est égal. Alors, les I, c'est les lignes, donc je peux avoir E1, E1, E2, E1, etc. jusqu'à En, E1. Et bien là, c'est une matrice carrée, donc là, la ligne ici c'est 1, la colonne c'est N. Et bien là, jusqu'au dernier élément, En. Et donc voilà comment on obtient la matrice d'un produit scalaire dans cette base-là. Et on va voir comment on exprime, bien sûr, le produit scalaire de deux vecteurs dans cette base-là. Ah, pardon, avec cette matrice-là. Très bien. Eh bien, si par hasard, je prends, donc si, alors x appartenant à E, tel que la matrice de x dans cette base-là, je vais prendre par exemple x1 jusqu'à xn. Ou bien je vais l'appeler tout simplement grand X, pas besoin de détailler pour le moment. Allez, donc là, cette matrice-là, je vais l'appeler grand X par exemple. Et je peux prendre Y pareil, avec la matrice de B de petit y, c'est grand Y. Eh bien, pour avoir le produit scalaire x, y, donc l'expression de produit scalaire dans cette matrice-là s'obtient de la forme suivante, de la manière suivante. Eh bien ça va faire transposer de x bar, donc x bar c'est cette matrice-là, mais pardon, x c'est cette matrice-là, bar ça veut dire qu'il faut que je mette le le conjugué sur chaque élément. Et bien je prends transposer, comme ça c'est une matrice colonne, et bien celle-là c'est une matrice ligne. Et bien je multiplie par y, pardon, m, y. Donc de cette façon-là, ça il s'agit donc du produit matriciel. Donc là c'est une matrice, là c'est une matrice, là c'est une matrice qui est bien définie, puisque cette matrice-là, donc c'est une matrice avec une ligne et n colonnes, donc n colonnes, et là c'est n lignes, donc je peux bien définir ce produit matriciel, et pareil là aussi. Donc là c'est une matrice qui est nn, donc n lignes, et là c'est n lignes aussi. Donc je peux bien définir ce produit matriciel, et ça c'est l'expression du produit scalaire dans cette matrice-là. Très bien. Alors maintenant, donc il nous reste le dernier point, c'est de savoir, des fois c'est très difficile peut-être, ou bien pour avoir une forme un peu plus simple du produit scalaire, et on est amené à changer de base pour faciliter les calculs. Donc on a une base, mais c'est un peu dur à faire les calculs, ben on pense à changer de base, et je vais vous donner la formule qui me permet de faire ce changement de base. Allez, on y va. Donc je vais toujours considérer oui, donc ici, j'aurai toujours un peu la même chose ici. Alors, si je prends cette fois-ci, donc, je vais prendre deux bases ici. Je vais prendre B et B'. Et une deuxième base.
Alors, comme il y a deux bases, donc ce produit scalaire-là, il peut avoir une matrice dans cette base et une autre matrice dans cette base. Et on va voir comment on passe de l'une à l'autre. Et donc, je prends M, c'est la matrice donc B de ce produit scalaire. Et je vais prendre M', la matrice dans B' du même produit scalaire. Donc je vais prendre X, Y, deux éléments de E. Alors, je vais prendre grand X, c'est la matrice donc B de petit x. Je vais prendre donc X', c'est la matrice de B dans B' de X. Donc les coordonnées, si vous voulez, donc de X dans B, et là, c'est les coordonnées de X dans B'. Et pareil pour Y. Donc je vais prendre Y, c'est la matrice de B, de la matrice dans B de X, de Y plutôt, et là, le Y', c'est la matrice du même élément, mais cette fois-ci dans la base B'. Eh bien, je vais prendre ici P, la matrice de passage de la première base à la deuxième base. Donc, je suppose qu'on est aussi donc la matrice de passage. Sinon, vous pouvez consulter donc d'autres ouvrages ou peut-être très bientôt je vais faire donc une leçon par rapport à ça. Donc sur les matrices de passage. Eh bien, je vais prendre donc P, la matrice de passage donc de B vers B'. Eh bien, parmi les propriétés de cette matrice-là, donc je peux avoir les coordonnées, donc les anciennes coordonnées en fonction des nouvelles coordonnées. Donc ça veut dire que X, pour avoir les coordonnées anciennes, je multiplie donc P par les nouvelles coordonnées. Et pareil, donc je vais avoir Y qui est égal à P, Y'. Très bien. Eh bien, regardez bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc j'ai X, Y. Si je veux l'exprimer dans la première base ici, donc d'après ce qui précède, eh bien, c'est tout simplement, c'est transposer X bar M, Y. Très bien. Après, le fait que Y est égal à P, Y', et que X est égal à Px', ben je vais juste à remplacer ici. Donc en utilisant bien sûr les propriétés de la transposition et de la conjugaison, ben, je vais obtenir ici transposer donc de X' bar, et puis après transposer aussi donc de P bar. Je continue encore. M, P, Y'. Et ça, par définition encore pour la deuxième matrice ici, ça c'est exactement, c'est transposer X' bar M', Y'. Donc par identification ici, eh bien donc j'ai ça est égal à ça. Donc, je vais obtenir transposer P bar, bien M' est égal à transposer P bar M, P. Et là, j'obtiens donc la formule qui me permet de passer de la première matrice à la deuxième matrice. Et donc, c'est la formule de changement de base. Alors ça, j'ai traité le cas complexe. Le cas réel, il est similaire, sauf ici, donc on n'aura pas à voir. Donc ici, puisqu'il s'agit d'une matrice réelle, eh bien, donc P bar, c'est la même chose que P. Et pareil ici, donc pour la formule de tout à l'heure, lorsqu'il y avait X bar, puisqu'il s'agit donc des vecteurs dont les coordonnées sont réelles, ben X bar c'est X. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc je vous ai donné un peu l'essentiel dans ce chapitre. Vous attendez ultérieurement donc l'essentiel aussi sur la notion d'orthogonalité qui est vraiment très liée aux espaces pré-hilbertiens. Donc on va le voir très bientôt. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. Merci et à très bientôt.